Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple choix peut bouleverser la vie de quelqu'un? Imaginez que vous soyez un policier, avec plus de 20 ans d'expérience, et que vous fassiez ce qui semble être une approche de routine. Mais lorsque vous découvrez qui se trouve devant vous, tout change en une seconde. Voici l'histoire d'un capitaine, d'un général, et d'un choix qui va transformer la vie de tous ceux qui les entourent. Préjugés, pouvoir et vérité difficiles à avaler, le tout enregistré devant une foule qui n'avait aucune idée de ce qui était sur le point de se produire. Appuyez sur Play, car vous ne croirez pas ce qui va suivre. C'est drôle comme un jour ordinaire peut tout changer dans nos vies. Ce matin-là, le capitaine Alexander Ross a modifié son itinéraire en passant par 2 rues seulement, une chose si simple que personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. Sa tasse de café encore chaude à la main, il ne se rendait pas compte que cette petite diversion allait changer non seulement sa vie, mais aussi toute sa façon de penser. Pourquoi un policier aussi expérimenté juge-t-il les gens sur leur seule apparence? Comment peut-on travailler si longtemps et ne pas voir ses propres erreurs? Ross pensait que ses 20 années de service lui donnaient le droit de décider qui avait l'air suspect. Il était tellement habitué à sa routine qu'il ne se rendait même plus compte de ses préjugés, qu'il appelait l'instinct policier. Dans le quartier de Maple Heights, il se sentait comme un roi, pensant connaître chaque personne, chaque voiture et chaque mouvement. Ross avait dressé dans sa tête une liste de ce qu'il trouvait suspect. Ce n'était pas l'attitude des gens qui l'inquiétait, mais plutôt leur apparence et leur adéquation avec ce quartier riche. En conduisant, ses yeux cherchaient tout ce qu'il considérait comme déplacé, sans se rendre compte que le véritable problème résidait dans sa propre façon de penser. Avez-vous déjà pris le temps de vous interroger sur vos propres préjugés? Il faut parfois prendre du recul pour voir les choses différemment. Si cette histoire vous fait réfléchir, ne manquez pas les prochains moments qui vont tout changer. Laissez votre like et continuez à regarder pour découvrir la suite de ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail. C'est alors qu'il aperçoit au coin de Magnolia Street un homme noir en costume qui marche calmement comme quelqu'un qui connaît le chemin. Il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Quelque chose qui ne correspondait pas aux idées préconçues de Ross. Cette présence le dérange, non pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche, mais parce qu'elle remet en question tout ce qu'il croyait savoir. En ce matin tranquille, le général Marcus Thompson fait sa promenade quotidienne. À 52 ans, sa posture reflète les 30 années qu'il a consacrées au service militaire. Il n'y a pas de meilleur début de journée qu'une bonne promenade, pensait Marcus en respirant l'air frais du matin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce moment de paix allait devenir une épreuve de dignité. Les rues bordées d'arbres de Maple Heights ont toujours donné à Marcus un sentiment d'appartenance. C'est là, au milieu des maisons élégantes, qu'il a trouvé son refuge après des années de service militaire. « Bonjour, mon général, » dit Madame Peterson en arrosant ses roses. « Bonjour, Martha, » répond Marcus avec un sourire chaleureux. Cette scène paisible cachait une tension qui planait dans l'air, invisible jusqu'à présent, mais prête à se manifester à tout moment. Les 3 étoiles de son uniforme de gala ne racontent qu'une partie de son histoire. Marcus Thompson a mené des missions cruciales, sauvé des vies et gagné le respect de centaines de soldats. Ses subordonnés lui disaient souvent « Vous êtes une source d'inspiration, monsieur. » Mais aujourd'hui, habillé en civil, il n'était qu'un homme comme les autres faisant sa promenade matinale. Sa résidence, une élégante maison coloniale située à 2 pâtés de maison, représente l'accomplissement d'un rêve. Après 3 décennies passées à servir son pays, Marcus avait choisi cet endroit pour s'y sentir chez lui. Ce sera le dernier tour de piste avant de repartir, se dit-il, ignorant que le destin avait préparé une diversion inattendue dans sa routine matinale. La voiture de police ralentit, et l'estomac de Marcus se noue en un nœud familier, ce sentiment que beaucoup d'hommes noirs connaissent bien. « J'ai déjà vu ça, » se dit-il, gardant le calme que des années d'entraînement militaire lui avaient enseigné. Ce que le capitaine Ross ne savait pas, c'est que son prochain geste allait déclencher une série d'événements qui allaient ébranler toute la structure du service de police. « Hey, vous! Arrêtez-vous! » hurle Ross en sautant de la voiture sans suivre la procédure d'approche standard. « Je peux vous aider, monsieur l'agent, » répond Marcus, d'une voix calme mais ferme. La tension monte lorsque Ross met la main sur son arme.
Un geste inutile qui ne passe pas inaperçu auprès des habitants qui commencent à s'agglutiner sur leur balcon. La scène qui se déroulait était sur le point de devenir bien plus importante qu'une simple approche policière. « Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier ?» demande Ross, la voix chargée de suspicion. « Je me promène dans mon quartier, monsieur l'agent, » répond Marcus en gardant les mains visibles. « Je ne pense pas que vous viviez dans le coin, » dit Ross en se rapprochant. L'air devient lourd à chaque mot échangé. La tension augmente de seconde en seconde. Les regards des voisins se multiplient. Martha Peterson, qui discutait amicalement avec Marcus quelques instants auparavant, observe la scène avec horreur depuis son balcon. « Cela ne va pas bien se terminer », se dit-elle à voix basse en décrochant son téléphone. Ce qui allait se passer dans les minutes suivantes allait changer à jamais la vie de toutes les personnes présentes. « Document. »« Maintenant », exige Ross, sa voix tranchant l'air du matin. « Officier, j'aimerais comprendre la raison de cette approche, » dit Marcus calmement. Ce qui suivit fut un moment de tension palpable. Un général décoré étant traité comme un suspect dans son propre quartier. L'ironie de la situation n'a pas encore effleuré le capitaine Ross, mais le destin est sur le point de lui donner une leçon inoubliable. Marcus conserve une sérénité que seules des années de commandement militaire peuvent enseigner. Alors qu'il prend lentement son portefeuille, chacun de ses mouvements est calculé et précis. « Monsieur, je ne fais que suivre le protocole, » dit Ross, sa voix trahissant sa propre insécurité. « De quel protocole s'agit-il, capitaine ?» demande Marcus, soulignant subtilement le rang de l'officier. L'air s'épaissit encore lorsque les premiers habitants commencent à enregistrer la scène avec leur téléphone portable. Ross, le visage rouge de colère, s'écrie « Ne me donnez pas ça. Restez calme, monsieur l'agent, » dit Marcus, toujours serein. Le sang de Ross se mit à bouillir devant ce calme. Comment cet homme pouvait-il oser rester aussi calme? La situation devenait incontrôlable, et cela le rendait encore plus nerveux. La vérité était sur le point d'exploser comme une bombe à retardement. Un petit attroupement se forme déjà. Martha Peterson avait appelé d'autres voisins, et maintenant au moins 10 personnes observaient la scène, toutes avec leur téléphone. « C'est absurde !» crie quelqu'un dans la foule. L'heure de vérité approche, et Ross ne sait pas à quel point sa vie va changer dans les prochaines minutes. En tant qu'officier de justice, vous devriez savoir que vous avez besoin d'une cause probable pour m'arrêter, dit Marcus, d'une voix calme mais ferme. Ne me dites pas comment faire mon travail, répond Ross, dont l'autorité est visiblement ébranlée. Le moment critique approche, un bras de fer entre des préjugés bien ancrés et une dignité inébranlable. Ce qui va se passer ensuite restera gravé dans la mémoire de toutes les personnes présentes pendant des années. Si vous ne coopérez pas, je devrais prendre des mesures plus sévères, menace Ross, la main toujours posée sur son arme. Officier Ross, matricule 4872, dit une voix dans la foule, nous enregistrons tout. La sueur commence à couler sur le front de Ross. Quelque chose dans le comportement de cet homme le mettait au défi d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le sentiment de contrôle lui glisse entre les doigts comme du sable fin. Les téléphones portables continuaient d'enregistrer au fur et à mesure que les gens s'approchaient. Martha Peterson avait déjà passé 3 appels, un au centre de police, un autre à l'association des résidents et un dernier à un numéro qui allait changer le cours de la situation. « Cela ne peut pas continuer comme ça », murmure-t-elle, observant la scène avec un mélange d'horreur et d'espoir. « Voici ma carte d'identité, capitaine Ross, » dit Marcus en lui tendant un portefeuille en cuir noir. Le temps semble se figer lorsque Ross ouvre le document. Son visage se métamorphose instantanément, passant du rouge de la colère à la pâleur du choc. Dans ses mains, l'insigne d'un général 3 étoiles de l'armée américaine brillait dans le soleil du matin. Général Marcus Thompson, commandement central des forces armées, lit Ross à haute voix, sa voix se brisant à chaque mot. « C'est exact, capitaine », confirma Marcus avec calme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé, et l'impact est encore plus grand que ce que l'on aurait pu imaginer. L'expression du visage de Ross oscille entre l'incrédulité et l'horreur lorsqu'il réalise l'ampleur de son erreur. « Je ne savais pas », balbutie Ross, les mains tremblantes alors qu'il rend les documents. « Manifestement, vous ne saviez pas grand-chose, capitaine »,
répond Marcus, toujours aussi calme. La foule chuchote et les téléphones portables continuent d'enregistrer chaque seconde de cette révélation dévastatrice. Ce que Ross ne savait pas, c'est que sa prochaine décision serait analysée non seulement par ses supérieurs, mais aussi par le pays tout entier. La vidéo circule déjà sur les réseaux sociaux. Le visage de Ross est désormais complètement pâle. Ses mains, autrefois stables sur l'arme, tremblent visiblement. « Monsieur, commence-t-il, mais les mots s'éteignent dans sa gorge. Le poids de ses actes commençait à lui tomber sur les épaules comme une avalanche. La réalité d'avoir approché et menacé un général décoré par pur préjugé le frappa de plein fouet. « Capitaine Ross, votre commandant est en route », l'informa Martin en raccrochant le téléphone. « Cela ne va pas bien se terminer », murmure quelqu'un dans la foule. Le son lointain des sirènes commença à résonner dans les rues du quartier. Ross sait que sa carrière, sa réputation et tout ce qu'il a construit sont sur le point de s'effondrer. La matinée qui avait commencé par un simple soupçon allait se transformer en cauchemar professionnel. La voiture de commandement noir s'arrête brusquement dans la rue. Le commandant Sarah Martinez en descend, l'air sévère. « Qu'avons-nous là ?» demande-t-elle, la voix aussi tranchante que l'acier. Les badauds s'écartent tandis qu'elle s'approche de la scène. Ce qu'elle découvre dépasse toutes ses espérances. L'un de ses plus anciens capitaines affronte un général de l'armée en plein jour. « Capitaine Ross, écartez-vous immédiatement », ordonne Martinez. « Commandant, je peux expliquer », commence Ross. « Silence », coupe Martinez, son ton ne laissant aucune place à l'argumentation. Martha Peterson s'approche rapidement. « Commandant, j'ai tout l'incident sur cassette. » Ce qui suit est l'une des réunions les plus tendues jamais organisées au sein de la police. Les heures qui suivront détermineront non seulement l'avenir de Ross, mais aussi celui de l'ensemble du service. « Général Thompson, je m'excuse au nom du département, » dit Martinez, la voix plus douce. « Commandant, cela va au-delà des excuses formelles, » répond Marcus avec fermeté. « Je suis tout à fait d'accord, monsieur, » dit Martinez en jetant un regard acerbe à Ross. La commandante visualise déjà les titres des journaux du lendemain, et son estomac se serre à chaque nouvelle possibilité. « Capitaine Ross, remettez votre badge et votre arme, » ordonne Martinez. Mais commandant, tente de protester Ross. Sa voix ne laissait aucune place à l'argumentation. Le son métallique de l'insigne placé dans la main du commandant résonne comme une cloche funèbre. La carrière de Ross s'achevait là, dans la rue même où il avait commis son erreur fatale. Ross est assis seul dans la salle d'attente du service des affaires internes, les mains encore tremblantes. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» se dit-il. L'horloge sur le mur semblait avancer avec une lenteur torturante. Les dernières 24 heures ont bouleversé sa vie. Et maintenant, pour la première fois de sa carrière, il est forcé de faire face à ses propres préjugés dans le miroir implacable des conséquences. « Capitaine Ross, le comité va vous recevoir maintenant », annonce le secrétaire. Tout en marchant dans le couloir, des flèches de l'incident ne cessent de lui revenir à l'esprit. L'air serein du général Thompson, la déception dans les yeux du commandant Martinez, l'enregistrement des téléphones portables. Chaque souvenir est comme un coup de poignard dans la conscience. Ce dont personne ne se rend compte, c'est que, derrière son expression rigide, une transformation douloureuse est en train de s'opérer. « Je n'ai fait que suivre mon instinct », a déclaré Ross à la commission. « De quel instinct s'agit-il, capitaine ?» demande l'un des enquêteurs. Le silence qui suit est assourdissant. Chaque tentative de justification de ses actes sonnait plus vide que la précédente. Les excuses qui semblaient auparavant si solides se dissolvaient maintenant comme de la brume sous le soleil de la vérité. « Pour la première fois en 20 ans, je me vois tel que je suis », avoue Ross, la voix brisée. La salle du comité devient absolument silencieuse. Cette confession sincère marque le début d'un voyage que Ross n'aurait jamais imaginé devoir entreprendre. Le voyage de la connaissance de soi et du véritable changement. Le prix à payer serait élevé, mais la transformation était inévitable. « Papa, pourquoi ne portes-tu plus l'uniforme ?» demande Sarah, la fille de Ross âgée de 12 ans. L'ancien capitaine regarde sa tasse de café, cherchant ses mots. « Parfois, nous faisons des erreurs, ma chérie, » répond-il doucement. « C'est à cause de la vidéo que Jenny m'a montrée à l'école ?»
Le cœur de Ross se serre. Sa femme Amanda entre dans la cuisine, les yeux fatigués par une nuit de sommeil. « Tout le monde en parle à l'école, » dit Sarah. « Certains enfants ont dit qu'ils ne voulaient plus jouer avec moi. »« Sarah, ma chérie, » commence Amanda. « Je ne suis pas comme l'homme de la vidéo, » dit Ross, la voix brisée. « Plus maintenant. » Le silence qui suit est assourdissant. Amanda pose la main sur l'épaule de son mari. « Il est peut être temps de chercher un autre endroit où vivre, » suggère-t-elle doucement. Ross acquiesça, réalisant que ses actions avaient affecté non seulement sa carrière, mais aussi toute sa famille. Le changement devrait être plus profond qu'il ne le pensait. L'agent Emily Chen chuchote à ses collègues. « Avez-vous vu la vidéo? Elle est partout, » répond un autre agent. « Tout le service est en ébullition. Sur les écrans des téléphones portables, la vidéo de l'approche se répand comme une traînée de poudre. Le plus effrayant n'est pas seulement l'incident lui-même, mais la façon dont il révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Ross ne faisait que son travail, a défendu un vétéran des forces de l'ordre. Quel travail? Discriminer les gens, rétorque Chen, irrité. Les discussions s'intensifient d'heure en heure. Le service est clairement divisé entre ceux qui défendent les anciennes pratiques et ceux qui voient l'urgence d'un changement. Le sergent David O'Connor observe la situation avec inquiétude. Il sait que cette crise peut à la fois détruire et transformer le service. « Nous ne pouvons plus faire comme si tout cela n'existait pas », déclare Chen lors d'une réunion d'urgence. La salle était remplie d'officiers, certains acquiescents, d'autres visiblement mal à l'aise. « Cet incident est notre tournant », a-t-elle poursuivi, la voix chargée de conviction. La graine du changement commençait à germer, même si le terrain était rocailleux. « Cela va mettre fin à notre autorité dans les rues », a grommelé un policier plus âgé. « Votre autorité ou vos préjugés ?» interrogea O'Connor avec dureté. L'atmosphère est tendue. Des décennies de pratiques bien ancrées ne changeront pas du jour au lendemain, mais l'affaire du général Thompson a révélé des blessures qui ne peuvent plus être ignorées. La transformation sera douloureuse, mais nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser passer cela inaperçu, a déclaré le pasteur Jerome Williams, devant une église con. C'est le moment d'agir, a déclaré Victoria Reynolds, présidente de l'association de quartier. La communauté s'est mobilisée comme jamais auparavant. L'affaire du général Thompson est devenue le catalyseur d'un changement qui s'imposait depuis longtemps. Ce qui n'était au départ qu'un incident isolé était sur le point de se transformer en un mouvement beaucoup plus large. Nous avons besoin d'actions concrètes, pas seulement de mots, a déclaré Miguel Hernandez lors d'une réunion de la communauté qui a fait salle comble. La salle des associations pouvait à peine contenir toutes les personnes présentes. Des habitants de tous les quartiers de la ville se sont réunis pour discuter de solutions. Mais personne ne s'attendait à ce que le général Thompson en personne franchisse la porte à ce moment-là. Le silence qui a suivi a été rompu par une vague d'applaudissements spontanés. « Nous voulons des changements structurels », réclame Reynolds devant l'hôtel de ville. La liste des revendications s'allonge. Formation obligatoire à la lutte contre le racisme, caméras corporelles sur tous les policiers, commission de surveillance civile. Il ne s'agit pas seulement d'un incident, a déclaré le pasteur Williams, il s'agit de changer tout un système. La pression sur les services de police s'est accrue d'heure en heure. Marcus Jr., un étudiant en droit de 19 ans, organisait des manifestations pacifiques devant le commissariat. Le cas du général Thompson n'est que la partie émergée de l'iceberg, déclare-t-il au mégaphone. Dans la foule, le général Thompson observe le jeune homme avec intérêt. Le garçon lui fait penser à lui il y a plusieurs dizaines d'années. Nous avons besoin d'un changement systématique, poursuit le jeune homme. Pas seulement dans un département, mais dans toute la ville. Le commandant Martinez observe la scène depuis la fenêtre de son bureau, impressionné par l'éloquence du jeune homme. Ce garçon a du potentiel, commente Chen à ses côtés. Une semaine plus tard, Marcus Jr. a été invité à rejoindre le comité de réforme de la police, apportant le point de vue des jeunes sur les changements en cours. Chaque personne ayant souffert de discrimination doit être entendue, a déclaré M. Hernandez. Une ligne téléphonique a été mise en place pour recevoir les plaintes. Des avocats se sont portés volontaires pour des cas similaires. La communauté s'est unie d'une manière sans précédent. Le cas du général Thompson a ouvert une porte qui ne peut plus être fermée.
À partir d'aujourd'hui, chaque approche sera enregistrée et examinée, a annoncé le commandant Martinez. Quelqu'un demande « Et les officiers qui refusent ?» « Ce n'est pas une option, c'est un ordre », répondait-elle fermement. Le service de police subit la plus grande réforme de son histoire. Ce qui avait commencé comme une crise se transformait en une opportunité de changement profond. Les anciennes règles sont en train d'être réécrites, cette fois-ci en mettant l'accent sur la justice et l'égalité. Messieurs, voici le docteur Patricia Bennett, notre nouvelle consultante en relations raciales, a déclaré Martinez. L'auditorium est rempli de policiers, certains sceptiques, d'autres attentifs. Les préjugés se cachent souvent dans nos certitudes, a commencé Madame Bennett. Les sessions de formation seront intenses et inconfortables pour beaucoup. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que le général Thompson lui-même avait proposé d'y participer en tant qu'orateur invité, ce qui rendait la formation encore plus percutante. Il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste, a souligné le Dr Bennett. Les exercices pratiques ont mis en lumière des préjugés inconscients que beaucoup ignoraient. C'est comme découvrir que l'on est malade depuis des années, a commenté un agent. Les discussions ont été difficiles, mais nécessaires. Chaque session a révélé de nouvelles couches d'un problème profondément enraciné. Nous allons mettre en place un nouveau système d'évaluation, a déclaré Martinez. Le service était en train d'être remanié de fond en comble, de nouvelles politiques d'embauche, des critères de promotion révisés, la création d'un comité de surveillance communautaire. C'est une révolution silencieuse, observe Chen. Les transformations étaient profondes et irréversibles. Le service qui en résulterait serait fondamentalement différent. Cette affaire exige une transparence totale, a déclaré le Dr Rachel Sullivan, à la tête du comité spécial. Nous allons analyser chaque seconde de cette approche, ajoute un enquêteur. La salle d'enquête a été transformée en un centre d'opération dédié. Sur les murs, des chronologies détaillées, des déclarations transcrites et des analyses comportementales. Ce travail méticuleux a permis de dresser un portrait troublant des préjugés institutionnalisés. Il ne m'a même pas demandé mon nom avant de me considérer comme un suspect, a déclaré le général Thompson. La commission a écouté attentivement chaque témoignage. Martha Peterson a décrit la scène avec des détails douloureux. Ce qui est le plus frappant, c'est le modèle qui a commencé à émerger lorsque d'autres résidents sont venus partager des expériences similaires. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'un modèle de comportement, a conclu M. Sullivan, la voix chargée d'inquiétude. Nous disposons de 17 vidéos différentes de l'incident, explique l'enquêteur en chef. Chaque angle révèle de nouveaux détails troublants. Les enregistrements des caméras de sécurité des maisons voisines ont été joints au dossier. L'historique des démarches du capitaine Ross est également en cours d'analyse, ajoute M. Sullivan. Le puzzle commençait à se former et le tableau n'était pas beau à voir. Nos conclusions exigent une action immédiate, déclare Sullivan en présentant le rapport final. Les recommandations sont sans détour. Licenciement immédiat, révision des protocoles, formation obligatoire. Ce rapport va tout changer, a murmuré quelqu'un dans la salle. La vérité a été exposée de manière scientifique et impartiale. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Les résultats de l'enquête sont concluants, a annoncé le commandant Martinez lors d'une conférence de presse. Le comportement du capitaine Ross a violé non seulement nos protocoles, mais aussi les principes fondamentaux des droits de l'homme, a-t-elle poursuivi. Les caméras des journalistes ne cessent de tourner. L'affaire est devenue un tournant pour le département. Ce qui allait suivre ne changerait pas seulement une carrière, mais tout un système. Alexander Ross est officiellement renvoyé du service de police, a déclaré Martinez d'une voix ferme. Le silence dans la salle de presse est palpable. Les journalistes notent frénétiquement chaque mot. En outre, une enquête plus large sera menée sur toutes ces démarches au cours des 5 dernières années. Ce que personne n'attendait, c'était la révélation suivante. Ross avait demandé un entretien privé avec le général Thompson avant son départ définitif. Les conséquences vont au-delà du licenciement, explique Martinez. La liste est longue. Retraite, suspension du permis de police, cours de rééducation obligatoire. Nous voulons que cela serve d'exemple, a souligné le commandant.
Les autres policiers présents à la conférence de presse s'agitent sur leurs chaises, mal à l'aise. Le message est clair. Tolérance zéro pour la discrimination. Cette affaire crée un nouveau précédent, a déclaré le procureur de la ville. Le service juridique préparait déjà de nouvelles lignes directrices sur la base de cette affaire. À partir d'aujourd'hui, tout événement similaire aura des conséquences immédiates, a déclaré M. Martinez. Une nouvelle ère s'ouvre au sein du département. Le prix à payer a été élevé, mais la leçon est gravée sur chaque insigne, chaque uniforme. « Général Thompson, merci de me recevoir », dit Ross, la voix dépouillée de toute arrogance. Ils sont assis dans le bureau du général, un environnement qui intimiderait n'importe qui. « Pourquoi vouliez-vous me voir, Ross ?» demande Thompson, le regard pénétrant. Ce qui va suivre sera l'une des conversations les plus difficiles que Ross ait jamais eues dans sa vie. Les mots qu'il a tant répétés lui semblent désormais insuffisants. « J'ai passé 20 ans à servir un pays qui, parfois, ne semble pas vouloir de moi, » dit Thompson, d'une voix calme mais ferme. Ross écoutait, la tête baissée, chaque mot pesant comme du plomb. « Savez-vous combien de fois on m'a arrêté comme ça alors que j'étais en uniforme? » Le silence qui suit est assourdissant. Ce qui frappe le plus Ross, ce n'est pas la colère dans les paroles du général, mais sa dignité inébranlable. La leçon la plus profonde était enseignée sans un seul cri. « Je ne suis pas venu chercher le pardon, » admet Ross. « Je suis venu chercher la compréhension. » « La première étape est de reconnaître son erreur, » répond Thompson. « J'ai passé toute ma vie à penser que j'avais raison, » avoue Ross. La conversation s'est déroulée avec une honnêteté surprenante. Deux personnes qui, dans d'autres circonstances, auraient pu être amies, essayaient maintenant de construire un pont au-dessus d'un abîme de préjugés. « Que voulez-vous faire maintenant ?» demande Thompson. « Je veux aider les autres à ne pas commettre la même erreur, » répond Ross. « Alors commencez par vous-même, a conseillé le général. La réunion s'est terminée par une poignée de main, pas un pardon, mais une reconnaissance mutuelle que le changement est possible. Ross a quitté le bureau différent de l'homme qui y était entré. À partir d'aujourd'hui, toute approche policière doit suivre le protocole Thompson, annonce le commandant Martinez. Qui a créé ce protocole? Demande un officier débutant. Il a été élaboré en collaboration avec le général lui-même et des experts en droit civil, répond Martinez. Ce nouvel ensemble de règles va révolutionner la manière dont la police interagit avec la communauté. Ce qui avait commencé comme une tragédie se transformait en un modèle national de réforme de la police. Caméra allumée, toujours, ordonne le serge O'Connor lors du briefing du matin. Que se passe-t-il si la caméra s'éteint accidentellement? Demande un officier en arrière-plan. Suspension immédiate, a répondu sèchement le sergent O'Connor. Le service avait installé un système de surveillance en temps réel, mais personne ne s'attendait à ce que la cote de popularité de la police remonte dès l'entrée en vigueur des nouvelles mesures. La transparence rétablit la confiance perdue, des rapports hebdomadaires sur toutes les approches, explique Chan. Aujourd'hui promu lieutenant, les chiffres ne mentent pas. Une baisse significative des rapports de discrimination. La peur change de camp, commente un policier chevronné. La documentation méticuleuse de chaque interaction policière a permis de créer une base de données précieuse pour l'analyse et l'amélioration continue des procédures. Martinez a présenté à la presse le portail public de suivi des incidents. La communauté peut désormais suivre les statistiques policières en temps réel. C'est comme si la population nous surveillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a déclaré une recrue. Exactement, a répondu Chen. Et c'est comme ça que ça devrait être. L'ère de la police repliée sur elle-même est révolue. Une nouvelle ère de responsabilité s'ouvre. Cela va tuer l'esprit de la police, grommela un vétéran pendant la formation. Quel esprit? Celui des préjugés, rétorque le lieutenant Champ. Les salles de formation sont devenues des champs de bataille idéologique. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette résistance ne fait que prouver la nécessité du changement. La vieille garde se bat pour conserver ses privilèges. Mais la marée du changement est inévitable. Rome ne s'est pas construite en un jour, a rappelé le Dr Bennett au cours d'une session. Mais elle n'a pas non plus attendu qu'on lui donne la permission de changer, a ajouté le pasteur Williams. Les transformations se sont produites dans de petits moments. Un officier chevronné défendant le nouveau système, des recrues remettant en question d'anciennes pratiques, des vétérans repensant leur attitude. Le plus surprenant a été de voir comment certains des plus grands détracteurs initiaux
sont devenus les plus fervents défenseurs du changement. Les statistiques ne mentent pas, a déclaré M. Chen lors de la réunion mensuelle. Une baisse de 60% des plaintes concernant les approches discriminatoires. Une augmentation de 45% de la confiance de la communauté. Des chiffres impressionnants, a remarqué Martinez. Et ce n'est que le début, a ajouté M. Chan. Les changements ne sont pas seulement cosmétiques, ils transforment l'essence même du travail de la police. Aujourd'hui, j'ai arrêté une voiture et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Comment faire ça bien ?» Confie un policier. C'est ça l'évolution, a répondu O'Connor. La transformation est visible dans les petits détails. La façon de parler, la posture lors des approches, le respect sincère de la communauté. Nous ne perdons pas notre autorité, a déclaré un vétéran. Nous gagnons en respect. Chaque erreur peut être l'occasion d'une transformation, a déclaré le général Thompson lors d'une conférence à l'Académie de police. Les cadets ont écouté dans un silence absolu. Ce qui s'est passé ce jour-là n'a pas seulement changé une personne ou un service, mais toute une façon de penser. Ce qui avait commencé comme un incident de discrimination s'était transformé en une étude de cas nationale sur la réforme de la police et le changement institutionnel. Après cette journée, d'autres ont commencé à s'exprimer, a déclaré Martha Peterson lors d'un forum communautaire. Les histoires se sont multipliées. Des personnes ont raconté leur expérience, des policiers ont admis leurs erreurs passées, des communautés ont révélé d'anciennes cicatrices. Chaque histoire est une pièce du puzzle, a observé le Dr Bennett. Le plus frappant, c'est que chaque nouveau témoignage renforce la volonté de ne pas laisser le passé se répéter. D'autres villes adoptent le protocole de Thompson, annonce fièrement Martinez. De New York à Los Angeles, tout le monde veut savoir comment nous avons procédé, ajoute Chen. Le modèle de réforme est devenu une référence nationale. Parfois, il faut une tempête pour éclaircir les choses, a déclaré Thompson. L'impact de l'incident a continué à se répercuter dans tout le pays. Cette plaque rappellera à tout le pouvoir du changement, a déclaré le maire lors de l'inauguration du nouveau centre de formation de la police. Le centre de formation Thompson-Martinez symbolise l'union entre la police et la communauté. Il ne s'agit pas de se souvenir de la douleur, a expliqué M. Thompson, mais de célébrer la transformation. L'héritage n'a pas été scellé dans le bronze, mais dans les actions quotidiennes de chaque policier. Hier, un enfant a fait un signe de la main à mon véhicule, a déclaré le lieutenant Chen lors d'une réunion. Cela n'était pas arrivé depuis des années, a ajouté un autre policier, ému. Les rues de Maple Heights sont les témoins d'une transformation silencieuse mais profonde. Ce qui était autrefois une atmosphère de méfiance et de peur est devenu quelque chose de nouveau. Les enfants jouent sans craindre la présence de la police. Les habitants saluent les agents par leur nom. Un café avec un policier annonçait l'enseigne du café local. Les tables étaient pleines. Habitants et policiers discutaient naturellement. Qui aurait cru que nous serions ici aujourd'hui, a déclaré Martha Peterson au général Thompson. Ce qui avait commencé comme une initiative timide s'était transformé en un événement hebdomadaire très fréquenté. Les barrières invisibles qui séparaient la police de la communauté commençaient à disparaître, une tasse de café à la fois. Maintenant, ils nous considèrent comme faisant partie de la communauté, remarque O'Connor. Et nous les voyons comme des partenaires, pas comme des adversaires, a répondu un habitant. Les réunions communautaires ne sont plus marquées par la tension et les accusations. C'est comme si nous parlions enfin la même langue, a déclaré Chen. Le changement était palpable dans chaque interaction, chaque geste, chaque mot échangé. Nous ne pouvons pas baisser la garde, nous a rappelé Thompson lors d'une réunion du conseil d'administration. La vigilance éternelle est le prix de la liberté, a déclaré Martinez. L'engagement en faveur du changement doit être renouvelé chaque jour. Chaque nouvelle recrue, chaque nouvelle interaction est une chance de renforcer ce que nous avons construit, a déclaré M. Chan. La transformation était continue, un travail de construction et d'entretien sans fin. Le programme Bridge commence aujourd'hui, annonce Chen au centre communautaire. Ce projet novateur permet à des jeunes de la communauté d'effectuer des stages au sein du service de police. Nous voulons qu'ils voient le travail de la police de l'intérieur, a-t-il expliqué. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est le nombre record de candidatures. Les mêmes jeunes qui craignaient autrefois la police voulaient désormais participer au changement.
La transformation s'enracine dans les nouvelles générations. Le panneau dans le gymnase indique Police Community Basketball League. Ligue de basketball police communauté. Qui aurait cru que je jouerais contre le sergent O'Connor? S'esclaffe un adolescent. Le terrain se transforme en terrain neutre où les uniformes et les préjugés sont mis de côté. Ce qui n'était au départ qu'une tentative de rapprochement est devenu un événement attendu par tous. Les tribunes bondées assistent à quelque chose de plus grand qu'un simple match. C'est la célébration d'une nouvelle ère. Les écoles, les églises, les associations, tout le monde veut participer, a déclaré M. Martinez. Le service a du mal à faire face à toutes les demandes de partenariat. C'est un bon problème, sourit Thompson. Les initiatives se multiplient, programmes de tutorat, ateliers de citoyenneté, projets éducatifs. Chaque nouveau partenariat renforce les liens entre la police et la communauté. Ce n'est que le début, a déclaré Chen lors de la remise des diplômes aux nouvelles recrues. La promotion était la plus diversifiée de l'histoire du département. Vous êtes l'avenir dont nous avons rêvé, a déclaré M. Thompson aux diplômés. L'auditorium a fait une ovation. La vision d'une force de police véritablement intégrée à la communauté n'est plus un rêve lointain. Elle devient une réalité. « Bonjour, Général Thompson », a déclaré un jeune officier, souriant pendant son tour de piste. « Bonjour, officier Carter », répond Thompson en continuant sa promenade matinale. La scène semble ordinaire, presque banale, mais elle représente quelque chose d'extraordinaire. La même route qui avait été le théâtre de discrimination est aujourd'hui le témoin du triomphe du changement. Ce qui avait été une source de tension est devenu un moment de respect mutuel. Une année s'est écoulée, a déclaré Martinez dans son rapport annuel. Les chiffres sont impressionnants. Le nombre de plaintes n'a jamais été aussi bas. La confiance de la communauté a atteint un niveau record. Mais les chiffres ne sont qu'une partie de l'histoire, ajoute Chen. Ce qui compte vraiment, ce sont les changements invisibles. La façon dont les gens se regardent, interagissent et se font confiance. La transformation a pris racine dans la culture locale. Chaque nouveau jour est une chance de faire mieux, a déclaré M. Thompson lors de la cérémonie marquant le premier anniversaire du protocole. L'auditorium était plein à craquer. Policiers, habitants, autorités. Nous n'oublions pas le passé, mais nous choisissons d'en tirer les leçons, a déclaré M. Martinez. La leçon s'est transformée en héritage, l'erreur en opportunité, la crise en révolution. Regardez autour de vous, a chuchoté Martha Peterson, au général pendant la fête de la communauté. Les enfants jouaient avec les officiers. Les vieillards discutaient avec les recrues. Des familles entières faisaient la fête ensemble. Cela en valait la peine, n'est-ce pas? Demande-t-elle. Thompson sourit, observant la scène. À chaque instant, répond-il, sachant que ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Le changement commence par le courage de voir la vérité. Êtes-vous prêt à mener votre propre voyage vers la connaissance de soi? Partagez cette vidéo avec vos amis. Commentez ci-dessous ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour voir d'autres récits de réflexion comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons transformer les préjugés en apprentissage. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications et ne manquez aucun nouveau contenu.